Bien, alors tout à l'heure, je vous ai projeté une photo qui vous indiquait le leitmotiv de la NLD dans les rues de Bagan. Vous avez maintenant une photo que j'ai également captée cet été. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il est écrit parce que je ne parle pas birman. Mais vous avez la possibilité de découvrir les affiches électorales. Alors, quelques mots peut-être sur ce qui est une mission, ce qu'on appelle une mission préliminaire. C'est simplement pour commencer à avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe sur place et essayer de compléter tout le savoir accumulé par Xavier Philippe, qui est là, je crois, voilà, qui est en grand constitutionnaliste, à accompagner la transition démocratique en Birmanie par une analyse plus sociologique, encore très rudimentaire, mais qui nous permet quand même d'avoir quelques éléments de diagnostic que nous essayons de construire en relation avec d'autres, bien sûr. Alors sur place, une dizaine de jours sur place, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, très brièvement, des membres de la NLD, bien sûr, National League for Democracy, notamment le chargé des affaires économiques, le chef de cabinet d'Aung San Suu Kyi, qui est un grand Britannique, beaucoup d'organisations non gouvernementales, de la société civile, comme ils disent, à tous les niveaux, qui sont très engagés sur la question des droits humains, de l'action solidaire, du renouveau démocratique en Birmanie. Également, deux organisations de défense du droit des musulmans ou des Rohingyas, je vais y venir dans un instant, et puis des représentants du monde universitaire. Alors c'est beaucoup dire, hein, l'université de Yangon, puisque le nom Rangoon a été renommé, j'y reviendrai dans un instant, par le pouvoir, et pas uniquement dans une visée nationaliste. L'université de Yangon est magnifique, très précaire. Le bâtiment Les étudiants a été rasé il y a plusieurs années par la junte militaire au pouvoir. Pour le reste, c'est une université sous contrôle, vous l'imaginez, qui émerge à peine, et qui compte très peu de départements de sciences sociales. Il y a un peu d'anthropologie, il y a un peu de philosophie, il n'y a pas de sociologie, ça ne vous étonnera pas. Et il y a donc des enjeux énormes. Je ne sais pas si Louvain peut être un acteur majeur de la vie économique ou politique birmane, mais peut-être un acteur de son renouveau universitaire. En tout cas, c'est un projet qu'on a ensemble. J'ai également rencontré d'anciens étudiants, j'y reviendrai dans un instant aussi, qui ont participé au grand mouvement de lutte et de résistance au pouvoir militaire. Plusieurs générations, ce qu'on appelle la 88th Generation, la génération 88, qui a précédé le retour d'Aung San Suu Kyi sur place, et en fait qui était au départ de la fondation de la NLD. Grand mouvement aussi en 96, 96. Différents mouvements. Ce sont des personnes très importantes aujourd'hui qui jouent un rôle à différents niveaux dans la société civile, parfois au sein de la NLD, pas toujours. Là aussi, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, on a en fait des organisations privées para-universitaires comme la Yangon School of Political Science. Alors, c'est un nom qui fait rêver. En fait, c'est un appartement qui fait royalement 40 mètres carrés, où il fait plus de 35 ou 38 degrés, et où vous avez quelques étudiants brillants, mais qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires. Pour vous faire une idée, quand même, la Birmanie est un des pays les plus pauvres au monde, il faut l'avoir en tête, où tout est à faire, même si les années de la junte, les années de la dictature, et en fait les années d'indépendance, depuis 1947, ont quand même marqué ce pays très profondément. Et il ne faudrait pas non plus tomber dans l'illusion que du jour au lendemain, tout va changer en Birmanie. Les transitions, non pas constitutionnelles, mais sociologiques, sont longues. Elles s'inscrivent dans la durée. Alors, quelques mots. Je vais essayer de brosser un portrait très rapide, avec d'abord une première photo ici, puis d'autres qui, j'espère, vous donneront envie d'aller sur place. C'est un pays en même temps magnifique, très attachant, avec une population, je ne sais pas si on peut dire un peuple, qui présente bien des qualités. Quelques mots d'abord sur les Rohingyas, pour mettre les pieds dans le plat. Ensuite, quelques impressions générales sur la société birmane, quelques rappels historiques très brefs, un mot sur Aung San Suu Kyi et sur les défis à relever pour conclure. Alors, sur les Rohingyas, vous avez ici une photo d'une mosquée qui a été brûlée dans la ville de Sittwe, où je suis allé passer plusieurs jours, et je voudrais essayer de vous donner quelques éléments d'information. Je ne suis pas en mesure de trancher un débat qui est extrêmement complexe, profond, mais quelques éléments d'information qui sont liés, que j'ai pu récolter sur place, sachant que je n'ai pas eu accès à toutes les sources. Je voudrais vous donner simplement quelques éléments factuels et d'autres un peu plus fondamentaux. Aujourd'hui, les Rohingyas, c'est quoi? C'est une population de 800 000 personnes
qui pour l'essentiel se trouve au nord de l'État de l'Arakan, Rakhine State, qui est l'État le plus à l'ouest de la Birmanie, de l'Union du Myanmar, pour être tout à fait exact, dans un pays qui compte, donc le Rakhine State, c'est à peu près 2 100 000 habitants, et la Birmanie en compte plus de 50 millions. C'est un pays qui aujourd'hui fait 51 millions d'habitants. Alors, si on prend les données statistiques du dernier sondage qui a été publié cet été quand j'y étais, quelques évolutions démographiques qui vous intéresseront, je pense. À l'échelle de l'ensemble du pays, la population musulmane, de confession musulmane, c'est pour l'essentiel des Rohingyas, mais pas seulement. Il y a d'autres communautés musulmanes dans l'Union du Myanmar. Elle était, au sein même de l'Union du Myanmar, elle était à peu près de 3,9% en 1983, et en 2014, elle était de 4,3%, une quasi-stagnation sur l'ensemble du territoire. Au sein de l'État du Rakhine State, donc l'État de l'Arakan, vous avez une population qui était en 1983 de 24,3%, un quart, et qui est passée à 35%, plus du tiers, en l'espace de 10 ans, donc en 2014, pardon, en l'espace de 20 ans. Quels sont les éléments que j'ai pu repérer sur place, au-delà de ces éléments démographiques? C'est une population qui est ouvertement discriminée. L'ONU le rappelle très souvent, et je reviendrai après ça sur le rôle, ou l'absence de décision du pouvoir birman. C'est une des populations les plus discriminées au monde, c'est exact. Il y a différentes raisons à ça. Cette discrimination en fait est double. Elle porte à la fois sur la non-reconnaissance des droits, l'absence de citoyenneté. C'est une population qui pour l'essentiel est une population qui n'a pas de citoyenneté, qui n'est pas reconnue par l'État, par l'Union du Myanmar, et qui en même temps vit et sédentarisée au Myanmar depuis l'après-guerre, et en même temps qui connaît une stigmatisation identitaire. Donc vous avez en fait deux problèmes qui s'articulent, à la fois des questions de droits individuels et des problèmes de stigmatisation culturelle, si vous voulez. Alors, quelques éléments que j'ai pu repérer. Vous avez en fait deux types de violences qui se sont enchaînées. Vous avez un cycle de violence physique qui a commencé à partir des années 2012-2013, et je dis ça en regardant Xavier qui connaît ça aussi bien que moi. Je passe sur le détail de qui a commencé, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous avez un cycle de violence qui a marqué le territoire, principalement donc l'État du Rakhine State et le nord de l'État du Rakhine State, au bord du Bangladesh. Il faut savoir que vous avez une population qui, pour l'essentiel, 800 000 habitants, se trouve dans l'Union du Myanmar et qui, pour une minorité, se trouve au Bangladesh, 300 000 habitants à peu près. Un cycle de violence, viol d'enfants, crimes contre la population, donc viol d'enfants par la communauté des Rohingyas, crimes contre les moines bouddhistes, et le cycle est parti et a conduit à un ensemble d'exactions massives contre les Rohingyas sédentarisés dans l'Union du Myanmar, avec chasse aux sorcières, destruction de maisons, crimes bien sûr, et mise à sac des mosquées. Et vous avez là une mosquée qui a été très belle, semble-t-il, mais qui a été entièrement brûlée au cours de ces violences. Ça, c'est une première scène, si vous voulez. C'est un ensemble de violences physiques. Mais vous avez une deuxième scène qui est importante et dont on parle très peu. En fait, cette population est sédentarisée au Myanmar depuis très longtemps, depuis l'après-guerre. Et vous êtes en fait sur un problème de conflit de minorités. Vous avez deux minorités en conflit. Vous avez la minorité donc des Rohingyas, minorité musulmane, de confession musulmane, qui est une infime minorité à l'échelle de l'État, mais une minorité assez importante à l'échelle de l'État du Myanmar, mais une minorité assez importante à l'échelle de l'État du Rakhine State. Et puis vous avez en fait la population du Rakhine State, qui est une population bouddhiste pour l'essentiel, mais qui elle-même est en conflit avec l'État central. Et donc en fait vous avez un problème que je commence à identifier, qui est un double séparatisme, si vous voulez. Vous avez à la fois une demande séparatiste de la part des musulmans, donc des Rohingyas, vis-à-vis de l'État du Rakhine State, qui date de l'après-guerre, et en même temps une volonté par la population bouddhiste du Rakhine State de se maintenir à distance
de l'État central, birman, qui existe de longue date. Sachant que vous avez au Parlement birman des représentants du parti de l'Arakan, du parti du Rakhine State, qui aussi attestent d'une volonté séparatiste. Et donc en fait, pour être très clair, vous avez un conflit de minorités, un conflit de séparatisme qui n'est pas nouveau, et face auquel évidemment le gouvernement civil est en difficulté, parce qu'il sait parfaitement qu'avancer davantage vers la résolution de la situation des Rohingyas risque de provoquer politiquement, sinon une sécession, en tout cas un conflit ouvert avec l'État du Rakhine State. Donc, ceci n'est pas du tout pour légitimer la non-action du gouvernement et pour vous expliquer un peu la donne politique et pas simplement juridique qui se trouve derrière. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Quelques éléments d'information très simples. En fait, il y a deux acteurs majeurs qui expliquent cette situation. D'abord, il y a l'ancien colon anglais, dont il faudrait reparler, qui a, en fait, en traçant les frontières suite à la colonisation, qui se sont cristallisées au moment de l'indépendance, a tracé, en quelque sorte, une frontière qui a découpé dans les populations, dans les minorités ethniques que l'on trouve sur toute la périphérie birmane. Et donc vous avez cette population musulmane qui a été coupée en deux, entre le Bangladesh et la Birmanie, mais vous en avez d'autres, hein, les Shan, les Karen, les Kachin, etc., etc. Et puis vous avez l'action de la junte militaire. Donc en 1962, la junte militaire a pris le pouvoir de façon brutale, et en 1982, elle a édicté une loi qui reconnaissait un certain nombre de minorités ethniques, pour l'essentiel des minorités bouddhistes, mais quelques minorités non bouddhistes, chrétiennes ou musulmanes, très minoritaire, et qui a fait de la population des Rohingyas un bouc émissaire explicite. Donc vous avez en fait deux phénomènes qui se télescopent, à la fois l'action colonisatrice et l'action, ou le régime dictatorial. Et donc c'est de cela dont il est question aujourd'hui, et vous avez en fait une situation qui n'est pas nouvelle, qui a été construite de longue date. 82, c'est une date qui est souvent énoncée par les acteurs, qui montre à quel point on a construit une population qui est sédentarisée en Birmanie, mais que l'on a exclue de l'accès à la citoyenneté, pour l'immense majorité d'entre eux. Vous avez des Rohingyas, plutôt des gens âgés, qui ont malgré tout encore la citoyenneté birmane, mais qui sont stigmatisés culturellement. Pour la plupart des jeunes générations, ce sont des gens sans citoyenneté et donc sans droit. Un des problèmes sur lequel je me suis penché et qui mériterait d'être retravaillé, ce que je n'ai pas pu faire, c'est que si vous voulez, donc vous avez deux problèmes, hein, des problèmes de discrimination juridique et des problèmes de discrimination culturelle à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle de l'État de Rakhine State. Alors évidemment, si on raisonnait en tant qu'occidental, en tant que libéral occidental, on pourrait dire qu'il faudrait déconnecter en fait la reconstruction des droits que beaucoup de Birmans bouddhistes reconnaissent et qu'il faudrait pouvoir redonner à cette population, et la question de l'identité culturelle. Mais évidemment, dans le monde non occidental, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, ces deux questions sont profondément liées. On ne peut pas séparer comme ça la question d'attribution des droits individuels. D'ailleurs, l'individu n'a pas toujours la place qu'elle a chez nous, et la question de l'identité. Ce qui est à l'œuvre, si vous voulez, là-bas, c'est vraiment la peur de la part de la population bouddhiste, et j'ai vu cette peur chez de nombreuses personnes, c'est une vraie peur, qu'en fait, on organise un conflit des identités en donnant non seulement des droits, mais une identité culturelle au sein d'un État qui lui-même est minoritaire à l'échelle du Myanmar. Donc il y a une vraie crainte. J'ai pu voir cette peur à plusieurs reprises. Je l'ai vu d'abord chez les Birmans bouddhistes qui sont dans l'État du Rakhine State. Je l'ai vu également chez les Rohingyas que je suis allé voir en essayant d'échapper au contrôle de la police, ce que je n'ai pas pu faire, et je l'ai vu également, ce que je n'ai pas pu faire pendant très longtemps, et ce que j'ai pu voir également en allant voir les organisations militantes qui défendent le droit des Rohingyas et qui parlent de ces discriminations de façon très très claire. Voilà, donc c'est un premier état des lieux, ce n'est pas le seul valable, hein, puisque vous avez bien d'autres documents sur la question, mais c'est ce qui me semblait important de vous dire. Alors maintenant, je vais essayer de commenter peut-être d'autres éléments, tout en essayant de vous faire un peu rêver, parce que là, vous allez voir des photos défiler, et j'espère qu'elles vous donneront envie d'aller sur place. Vous voyez, ça va. Quelques mots sur le pays. J'ai encore 5 minutes ? 3 minutes. Bon, je vais être très rapide. Un pays, alors je dis ça parfois à des amis sociologues, c'est le pays d'avant le désenchantement du monde.
C'est-à-dire que le religieux, en fait, la vie spirituelle occupe une place très importante. Le rôle notamment des structures monastiques est très importante dans à la fois l'éducation de la jeunesse. Parfois vous allez voir, voilà, vous voyez des jeunes en habit monacal, mais ce sont en fait des jeunes qui vont comme au boarding school en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils passent par le monastère sans y rester forcément très longtemps, mais ils y reçoivent une éducation très, très stricte. Et puis ça a été un lieu très important d'une conscience critique. Certains monastères, pas tous, parce qu'en même temps on a vu naître aussi des moines qui ont développé un discours nationaliste, notamment face à la question des Rohingyas. Donc ça c'est très important. Par ailleurs, un pays massivement rural, très pauvre, avec un artisanat embryonnaire et pratiquement pas d'industrie, un pays qui est en même temps relativement vierge, et j'ai pu voir parallèlement les premières implantations de certaines grandes multinationales sino-thaïlandaises qui ont pratiqué la déforestation massive pour pratiquer des cultures intensives vouées à l'exportation. Donc on est au cœur de toutes les contradictions de la mondialisation, je n'y reviens pas. Un pays d'inégalité massive, bien sûr, même si la misère n'est pas à ce point poussée comme dans d'autres pays, mais elle reste très importante. La junte s'est construite autour d'une oligarchie politico-économique et surtout de grands problèmes sociaux. Le travail forcé est une réalité importante en Birmanie, de grands problèmes sanitaires, il n'y a pratiquement pas de système sanitaire, et de grands défis éducatifs. J'ai parlé de l'université de Yangon, qui est la grande université publique, mais on est au début d'un renouveau de la vie universitaire. Quelques éléments historiques. 2006, le pouvoir déménage à Naypyidaw pour essayer de reconstruire une capitale qui ne soit pas Rangoon, qu'il renomme Yangon. Parallèlement, en 2010, ils vont parler de l'union du Myanmar. Alors là, je voudrais simplement vous préciser une chose. Un des grands problèmes de la Birmanie, il y a deux problèmes en Birmanie. Le premier problème, c'est que tous les noms dont on parle en Occident sont des noms hérités de la colonisation. Et en fait, évidemment, la junte s'est appuyée sur la critique anticoloniale en l'instrumentalisant au service d'une visée purement nationaliste, pour renommer un certain nombre de lieux, Yangon pour Rangoon, voilà, etc. Je ne vais pas tous les faire. L'union du Myanmar pour la Birmanie, etc., etc. Et donc on est quand même sur une ambiguïté, parce qu'à la fois, on voit bien que c'est une opération qui vise à installer, si vous voulez, une identité nationale forte et indiscutable, de critiquer la conscience occidentale et sa philosophie libérale, mais en même temps, ça s'appuie sur une part de vérité. L'union du Myanmar était le titre que, par exemple, défendait le père d'Aung San Suu Kyi, le général Aung San, pour essayer de faire converger, de faire tenir ensemble, non seulement la majorité culturelle qui sont les birmans bouddhistes, qui sont un peu la colonne vertébrale, qui correspondent à 80% de la population, mais aussi toutes les autres minorités, minorités ethniques, minorités culturelles, minorités religieuses. Donc l'union du Myanmar est un terme qui est très utilisé, la Birmanie étant le terme que les Anglais ont imposé dans la volonté en fait, de s'appuyer sur la majorité birmane. Voilà, ce sont des éléments que je voulais vous signaler parce qu'ils sont importants. Alors, dans ce contexte-là, quelques éléments mais que vous connaissez en termes d'évolution politique très rapide. 2008, un référendum voulu par la junte qui sent que face aux pressions internationales, il faut organiser une transition démocratique sans perdre complètement la face. Donc on essaie de tirer un peu les ficelles. Qui est rejeté ouvertement par la Ligue nationale pour la démocratie, même si le parti de la Ligue connaît une dissidence interne et si certains sont tentés, je les ai rencontrés, par une forme de consentement au référendum. Ça a eu pour effet non pas de déchirer la Ligue, mais quand même de créer une dissidence interne, ce qui était voulu sans doute, et ce qui veut dire que la Ligue nationale pour la démocratie a quand même déjà traversé une crise importante à cette époque-là, et les dissidents qui se sont rapprochés de la junte tiennent des propos assez critiques sur la NLD et sur Aung San Suu Kyi. Et puis 2012, donc, premières élections législatives partielles, 40 sièges à pourvoir dans les deux chambres. Vous avez deux chambres, la Chambre des nationalités et la Chambre des représentants. Aung San Suu Kyi est élue, elle fait le tour du monde, elle est venue à Louvain en octobre 2013, et puis en novembre 2015, élection législative importante que vous connaissez, donc dans les deux chambres, la Ligue nationale pour la démocratie, qui est le principal parti, mais qui n'est pas le seul. Il y a plusieurs partis qui rentrent également, dont le parti de l'Arakan, qui rentre dans les deux chambres. Elle obtient respectivement pour la Chambre des nationalités plus de 80% des sièges éligibles, plus de 80% des voix pour les sièges éligibles, plus 75% dans la Chambre des représentants, et donc elle est majoritaire dans les deux assemblées, sachant que une des intentions de la junte en 2008 avec le référendum était de bloquer
toute transition qui échapperait à son contrôle, avec deux dispositions très claires. C'est un, le refus de faire accéder à la présidence une personne qui serait mariée à un étranger, Aung San Suu Kyi pour ne pas la nommer, et deux, le fait de maintenir 25% des voix dans les deux assemblées qui seraient, le fait de maintenir 25% des sièges, qui sont directement attribués par nomination et pas par élection aux militaires. Donc les militaires sont encore très présents et vous avez en fait un gouvernement de coalition dans lequel les militaires tiennent 3 postes, ça mérite d'être signalé, ça ne va pas vous étonner, l'intérieur, la défense et ce qu'on appelait à l'époque les frontières, the borders affairs. Et donc Aung San Suu Kyi doit négocier avec une puissance militaire qui n'a pas dit son dernier mot, qui est encore très très implantée en Birmanie. Xavier en parlait encore ce matin et je crois que c'est important aussi pour comprendre les tergiversations du pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui du jour au lendemain se découvre démocratique avec la possibilité d'agir de n'importe quelle façon. À savoir que c'est un pouvoir extrêmement contraint. Elle-même effectivement a pris 4 postes, le State Councilor, donc conseiller d'État, mais en plus 3 postes ministériels, ce qui lui est reproché aussi, l'éducation, les affaires étrangères et l'énergie. On peut comprendre, les enjeux sont considérables. Voilà, ça c'est pour la trajectoire historique. Aung San Suu Kyi elle-même, en 2 mots, très reconnue dans les milieux non gouvernementaux, c'est une figure qui a une vraie légitimité, ce qui n'est pas donné à tous, mais en même temps très attendue. Les premières critiques fusent, elles fusent principalement autour de 2 questions, puis je vais conclure. 2 questions qui sont très importantes. La première question, c'est qu'elle elle s'inscrit dans une longue tradition birmane bouddhiste, qui est une tradition centralisatrice. Ça s'est vu parce qu'à la conférence de Panlang fin août, elle n'a pas ouvert autant qu'elle aurait pu le faire l'accès à la conférence pour les minorités ethniques, et parce qu'elle cumule plusieurs portefeuilles ministériels. À la fois on peut le comprendre au vu de l'importance des enjeux et en même temps on voit bien qu'on est là sur une tendance centralisatrice, je n'ai pas dit autoritaire, centralisatrice qui pose un certain nombre de questions, qui fait difficulté pour un certain nombre d'acteurs, notamment ceux qui sont vraiment à la marge de la société birmane, à la marge au plan des minorités mais aussi au plan social. Une deuxième grosse difficulté, ça mérite d'être signalé. Vous avez eu un certain nombre de vagues étudiantes qui ont été au cœur de la démocratisation de la société birmane. La génération 88 et ceux qui ont participé aux manifestations de 96-96. Ils n'ont pas été directement associés à la prise de pouvoir par le gouvernement civil, ils ont été tenus relativement en marge. Elle a plutôt fait monter parmi les cadres de la NLD des seconds couteaux, enfin Xavier Philippe aussi en parle, c'est-à-dire en fait des personnes qui n'étaient pas au premier plan de la société birmane, parce que ces étudiants qui ont vécu donc les grandes heures de la résistance contre la junte occupent aujourd'hui des postes très importants dans les ONG, soit à l'international, soit dans l'éducation. Ce sont souvent des voix très écoutées, des consciences très écoutées dans la société birmane. Elle les a tenus un peu en marge et beaucoup s'interrogent sur la succession d'Aung San Suu Kyi, elle a plus de 70 ans, et sur le fait qu'on a quand même là une NLD qui est au pouvoir, qui n'a pas mobilisé ses meilleurs cadres. Donc il y a une véritable interrogation sur la transmission d'une culture démocratique. Voilà, ce sont les principaux défis. 2 défis, un défi économique, vous l'imaginez, un défi socio-économique. On ne sait pas quelle va être l'équation du gouvernement, c'est très très difficile à dire. On a eu une oligarchie politico-économique qui a gouverné le pays. Quelle va être la capacité de démocratiser l'économie en Birmanie? C'est très très difficile à dire à ce jour, puisque c'est un pays qui a besoin de tout au plan économique. Et puis un défi de gouvernance, c'est-à-dire comment va s'organiser le partage du pouvoir, la transmission du pouvoir, l'organisation du pouvoir, quelle part à la négociation avec les militaires, quelle part à la société civile. L'acte fondateur qui a été le sien, qui me paraît un acte très important et qui ouvre directement en fait sur le séminaire l'an prochain, ça a été la volonté de réunir la conférence de Panlang le 31 août dernier, une conférence sur la paix. En fait, la Birmanie, l'Union du Myanmar est une société en guerre depuis pratiquement l'arrivée au pouvoir des militaires. Il y a à la fois une action non violente de la part de l'NLD, mais des actions militarisées, violentes de la part des minorités ethniques. Elle a voulu, d'entrée de jeu, après 100 jours au pouvoir, organiser une conférence pour la paix. Elle a fait venir de très nombreuses minorités ethniques, notamment celles qui sont opposées au pouvoir birman et qui ont une armée locale et qui s'opposent à l'armée birmane. Voilà, les résultats sont mitigés, c'est un acte quand même qui reste très important et la question d'une pacification de la société birmane, au-delà même du gouvernement civil, reste un enjeu très important pour la Birmanie. Merci à tous.